ce point. Je dirais, on va organiser cette table ronde autour de 2 séries de questions qui nous permettront directement d'aller dans le vif du sujet, qui sont des prétextes à échanger. Hein. Donc, bien évidemment, je vais vous passer la parole tour à tour, et puis vous pourrez y compris réagir sur ce qu'a dit l'autre. Alors, d'abord, Sylvie Plane, vous avez beaucoup écrit sur le fait que de nouvelles pratiques, et Nathalie y a fait allusion dans son introduction tout à l'heure, brouillent les frontières entre l'écrit et l'oral. De nouveaux genres d'écrits se développent comme ça spontanément. Que diriez-vous? Quels en sont les effets qu'on peut retenir dans le cadre de cette conférence sur les enfants et les adolescents? Je vous donne tout de suite mon micro pour être... D'accord, merci bien. C'est vrai que de nouveaux outils interviennent et modifient les... On est très content, on reçoit en direct notre 3e intervenant. D'accord. Bon. Ouais. Bonjour. Voilà. Prenez le temps de vous... Oui. Allez-y. Oui, de nouveaux outils modifient effectivement les pratiques et modifient aussi l'activité d'écriture elle-même. Je laisse quand même José Moraes s'installer parce que c'est un petit peu délicat pour lui. Alors, les outils d'écriture ont toujours eu une importance sur l'activité d'écriture elle-même, c'est-à-dire sur ce qu'accomplit le scripteur, sur les apprentissages et sur les formes d'écriture. Hein. L'invention de la plume d'acier finalement a permis aussi le développement de l'école. Actuellement, ce sont donc des outils électroniques surtout qui se développent, disons, depuis une trentaine d'années, qui sont maintenant un petit peu différents. Alors, et je dis qu'ils brouillent les frontières entre oral et écrit. Cependant, oral et écrit ont une particularité qu'ils partagent, c'est-à-dire la production verbale, orale et écrite, c'est le moteur de la pensée. C'est en cherchant à mettre des mots, à organiser les mots, à organiser ce qui n'était qu'une ébauche de pensée qu'on pense en vérité. Bon. Alors, l'écrit a quand même une particularité, c'est que l'écrit se déploie sous les yeux, enfin l'écrit sous la forme traditionnelle se déploie sous les yeux de celui qui est en train de le produire, et donc il a en soi une dimension réflexive. Ça c'est vrai pour, je dirais, l'écrit de forme traditionnelle. Par les formes traditionnelles, j'entends aussi bien l'écrit manuscrit finalement que l'écrit sur traitement de texte. Mais les nouvelles formes qui sont en train de se déployer modifient finalement modifient le mode de production, et le scripteur a de moins en moins accès finalement à la possibilité de consulter son propre texte. Ce qui se développe actuellement, enfin l'écrit le plus pratiqué, c'est quand même l'écrit sur SMS. C'est un écrit qui s'efface très très rapidement, qui a comme particularité commune avec l'oral la réactivité, la quasi-simultanéité, l'interaction est intégrée, et surtout il ne permet pas la réflexion. Alors, quand on voit par exemple que l'écrit politique actuel c'est le tweet, qui est quand même... Alors, je sais bien qu'il y a un président américain qui estime que c'est une preuve d'intelligence que d'utiliser le tweet, mais ça peut être un point qui serait discuté. Donc, nos jeunes scripteurs sont dans un univers dans lequel l'écrit qu'ils fréquentent qu'ils pratiquent est un écrit extrêmement rapide qui a perdu un certain nombre de propriétés, disons, de l'écrit lent, long, réflexif, habituel. Alors, l'avantage que ça a, c'est qu'ils ont beaucoup plus de pratiques d'écrit, mais qui sont souvent ces écrits-là. 84% des personnes de moins de 40 ans sont membres de réseaux sociaux, et c'est le cas de la plupart des élèves. 73% des Français ont un smartphone, et un tiers des collégiens envoient plus de 100 SMS par jour. Donc ça donne une idée de la productivité,
mais c'est donc quelque chose qui est en rapport, on va dire, avec l'oral, mais c'est vrai que l'écrit ordinaire n'est plus cet écrit long scolaire. Voilà. Donc, je ne dirais pas que ce sont des formes hybrides, mais ce sont des pratiques, en tout cas, qui sont différentes et qui modifient finalement la représentation qu'on peut avoir de l'écrit. Cela dit, les élèves ne confondent pas les écrits familiers SMS avec les écrits scolaires. Ça, on est absolument sûr de cela. Ils savent faire la part des choses. Oui. Là, il y a des études qui le montrent. Ils savent très bien que les règles graphiques orthographiques ne sont pas les mêmes. Ils acquièrent aussi une rapidité dactylographique qu'ils n'avaient pas avant. Et ça, la fluidité, on sait très bien que c'est un avantage. Mais ils perdent aussi la fluidité manuscrite parce que, évidemment, leurs pratiques sont différentes. On va y revenir dans le reste de cette conférence, justement, sur le graphisme à la main, clavier, ainsi de suite. Yves Renter, toujours pour rester dans ce domaine de la diversité des pratiques d'écriture, vous distinguez celles qui sont propres aux disciplines scolaires, les pratiques d'écriture qui sont communes aux différentes disciplines, donc qui ne sont pas forcément spécifiques à une discipline, et celles qui sont carrément là aussi situées en dehors de l'école, notamment auxquelles vient de faire allusion Sylvie Plane. De votre point de vue, faut-il favoriser la continuité entre ces différentes formes d'écrit qui peuvent être quantitativement ou qualitativement différentes, ou est-ce qu'il faut accepter ces ruptures, des ruptures entre ces pratiques et les mettre en scène quelque part au niveau de l'école? Alors, je distinguerai pour ma part deux types de ruptures. Un premier type de rupture qui me semble inévitable, c'est-à-dire qu'il existe des normes, des situations, des genres, etc., qui sont différents selon les disciplines, selon qu'on est à l'école, qu'on n'est pas à l'école, etc. Le problème, c'est que souvent, on laisse les élèves démunis devant ça. Donc, si on accepte qu'elles sont relativement inévitables, mais en même temps que les élèves sont démunis, il faut réfléchir à comment on peut faire, effectivement, pour les aider à surmonter un certain nombre de difficultés. Alors, pour exemplifier ce que je viens de dire, je prendrai juste très brièvement deux exemples. Le premier exemple sur lequel on a travaillé pendant longtemps au sein du labo, c'était celui de la description, qui, selon les disciplines, les espaces sociaux, a des fonctionnements différents. Alors, pour aller très vite, par exemple, en français, on aime bien des descriptions qui sont étendues, avec beaucoup de détails, avec un point de vue subjectif, etc. En maths, au contraire, on aime plutôt les descriptions concentrées, économiques, et quand à l'insertion de la subjectivité dedans, c'est pas précisément ce qui est requis. Le problème, c'est qui explique cela aux élèves et tout. De la même manière, par exemple, pour prendre mon deuxième exemple qui sera aussi très bref, c'est sur la répétition. La répétition est quelque chose qui horripile le prof de français. Voilà, ça n'horripile pas forcément le prof de maths, par exemple. Hein. Et si on va en dehors de l'école, on s'aperçoit qu'au contraire, il y a des espaces sociaux où la répétition est très fortement sollicitée. Il y a eu, il y a quelques années, une très très belle thèse soutenue à Lille 1 sur les lettres, les réponses aux lettres de réclamation pour les entreprises de vente par correspondance. Et là, il était très très fortement imposé de répéter. Parce que quand on ne répète pas, on ouvre un espace aux ambiguïtés et donc à la relance, si vous voulez, des réclamations. Donc, voilà, la question c'est comment on met ça au jour avec les élèves et comment on travaille avec eux. Et donc, je me suis toujours étonné, on parle beaucoup de travail interdisciplinaire à l'école, mais que le travail interdisciplinaire ne porte pas aussi là-dessus. C'est-à-dire, point commun, différence, etc., comment travailler dessus. Donc ça, c'était le premier pan, c'est-à-dire ce qui est inévitable, et l'idée, effectivement, ben voilà, il y a des choses inévitables. La question est comment on travaille explicitement dessus pour ne pas laisser les élèves démunis. Maintenant, comment dirais-je, il y a une autre rupture qui me semble moins inévitable,
et qui a été bien mise au jour par des travaux déjà un peu anciens, mais qui se répètent. Je pense notamment aux travaux de Christine Barré-de-Mignac sur l'opposition entre écriture scolaire et écriture extrascolaire, avec le fait que, pour nombre d'élèves, l'écriture extrascolaire est un espace de liberté, de plaisir, ce qui explique qui pratique, alors que l'écriture scolaire, c'est un espace de normes, c'est un espace de contraintes. Et donc là, à mon avis, c'est une rupture qui est évitable. Qu'est-ce qui fait que l'école arrive à rendre, dans nombre de cas, les pratiques d'écriture qu'elle met en place, qu'elle arrive à les rendre déplaisantes? Et donc là, à mon avis, il y a un travail propre à l'école à réaliser pour éviter cette rupture qui, à mon avis, est tout à fait évitable. Voilà. Merci. José Moraes, vous avez réussi à nous rejoindre. J'espère que vous avez eu le temps. Oui, je suis désolé pour... non, il y a aucun problème. C'est plutôt pour vous vous mettre dans le bain brusquement. Dans le papier que vous nous avez transmis à Valence Conférence, j'avais noté notamment que vous affirmiez que la littératie est le concept qui permet vraiment de comprendre le cadre des pratiques d'écriture et de lecture aussi d'ailleurs dans nos sociétés actuelles. Est-ce que vous pouvez préciser ce terme de littératie pour vous? Qu'est-ce qu'il recouvre? Parce que on en parle et en même temps, je sais que en France, on n'est pas encore totalement familiarisé avec ce concept qui est pourtant effectivement de plus en plus utilisé au niveau international. Oui, justement, je crois qu'il faut parler des deux, le mot, le terme et le concept. Alors, je pense que le mot ou ce terme-ci de littératie est nécessaire parce qu'il comprend la lecture et l'écriture finalement. Et jusqu'à maintenant, je me souviens à l'ONL, moi j'ai été responsable d'un rapport avec d'autres qui était apprendre à lire, et toi, Michel, c'était maîtriser la lecture. Donc on ne parlait que de lecture, on ne parlait jamais d'écriture, hein, ou presque jamais. Et donc ça révèle quelque chose. Alors au Moyen-Âge, vous savez, on disait lettrure. Hein, donc ça apparaît dans le roman de la Rose et ça apparaît chez les anglophones. Peut-être est-ce qu'il a été influencé par le roman de la Rose ou pas, je n'en sais rien, mais dans les contes de Canterbury. Donc lettrure, alors je ne sais pas si l'origine était vraiment, ou si l'intention était de combiner les deux, mais c'est clair que, c'est clair que ça combine bien lecture et écriture, ça donne lettrure. Ok. Bon, c'est oublié dans l'histoire, ça. Alors, vous savez qu'historiquement, l'écriture était réservée aux élites, donc ça justifie un petit peu. Ce qui nous est arrivé est un peu la conséquence de cette histoire de réserver aux élites l'écriture. Bon, mais la vérité, je pense, c'est que les deux interagissent, lecture et écriture, et que la lecture sans l'écriture sera faible ou en tout cas nettement moins bonne. Donc il faut combiner les deux, et peut-être tout à l'heure, quand on parlera un petit peu plus, je pense qu'on aura l'occasion de citer telle ou telle étude en gros, et je pourrais dire qu'il y a des études qui vont dans ce sens-là. Alors, ceci dit, je réserve le mot littératie pour le stade final de l'acquisition des habiletés de lire et écrire. Donc pour moi, on n'est pas lettré si on lit et écrit des mots lentement, par décodage et recodage, donc par des processus d'accès conscient et séquentiel. Donc ça, je dirais, dans le cadre de notre système d'écriture, eh bien, c'est un alphabétisé, mais ce n'est pas un lettré. Donc pour moi, la littératie implique l'automatisation de la lecture et de l'écriture des mots, je précise des mots, via des processus qui sont complexes, très rapides et dont nous ne sommes pas conscients. Nous les utilisons, mais malgré nous, si vous voulez, on n'en est pas conscient. Mais cela a été mis en évidence par la psycholinguistique expérimentale, psycholinguistique cognitive expérimentale, et je pense que tous les professeurs devraient connaître, devraient être formés, comprendre ces travaux qui ont montré cela. Parce que c'est en comprenant ces travaux que finalement, après, on se pose soi-même la question de comment les enseigner et qu'on comprend mieux ce qu'on est en train de faire. Voilà, alors, je pense que ces mots de littératie et lettré s'appliquent pas seulement à cette
apprentissage, mais aussi à la culture et à la société. Notre société n'est pas vraiment lettrée. En France, par exemple, il y a une grande proportion de non-lettrés. Je ne dis pas illettrés ou illettrés fonctionnels, je dis de non-lettrés. Or, chez les lettrés, la littératie a un impact qui est vraiment très important sur le langage oral, sur le raisonnement, sur la pensée de manière générale. Ce serait très intéressant d'ailleurs de détailler ces aspects, et c'est pas assez connu. Néanmoins, le fait de vivre dans une culture lettrée influence aussi, mais beaucoup moins, le fonctionnement mental des non-lettrés. Donc ils sont aussi un peu influencés, on ne peut pas les comparer aux illettrés des sociétés non lettrées. Donc voilà, je pense que c'est la raison principale pour laquelle la littératie est importante en tant que concept et pas seulement en tant que mot. Et je dirais que maintenir un système éducatif qui rend tant de gens des non-lettrés, c'est continuer, et vous allez peut-être être choqués, mais c'est continuer à commettre un génocide culturel. C'est peut-être brutal, mais je pense que c'est exact. Alors, comme je l'ai déjà dit, les lettrés ne se distinguent pas des non-lettrés seulement par leurs habiletés de lecture et d'écriture, mais aussi par les capacités cognitives qu'ils développent à travers leurs activités de lecture et d'écriture. Et je pense qu'il faut distinguer différents types de littératie. Il y a ou de lettrés. Il y a les lettrés simplement reproductifs, qui acquièrent de la connaissance en lisant et qui la transmettent en écrivant, mais ils reproduisent la culture lettrée sans la transformer. Et puis, il y a les lettrés qui transforment notre culture. Ceux-là, ils peuvent évaluer de manière critique ce qu'ils lisent, ils peuvent élaborer une argumentation, ils peuvent l'exprimer. Et il y a aussi des créatifs, peut-être moins nombreux, j'en sais rien, on n'a pas de données là-dessus. Et évidemment, on peut être les trois types de lettrés à la fois reproductifs, critiques et créatifs. Et chacun de nous souhaite être les trois choses à la fois, j'imagine. Alors, j'ai essayé de quantifier les différents types de lettrés à partir des données de l'OCDE, donc les Skills Matter pour les adultes et PISA pour les adolescents scolarisés. J'ai pas le temps d'expliquer la procédure que j'ai utilisée. De toute manière, c'est très approximatif parce que ces deux types d'enquêtes n'avaient pas de test d'écriture d'un côté, et pour la lecture, il n'y a que des tests de compréhension. Et donc, on ne sait pas s'ils ont atteint l'automaticité. Donc, pour pouvoir les classer comme vraiment des lecteurs et des scripteurs ou des écrivains, comme vous dites, reproductifs, je n'en sais rien. Bon, en tout cas, en France, les adultes lettrés seraient moins de 40% et moins de 60% chez les adolescents. Et si on tient compte que des lettrés critiques, ils seraient moins de 10% chez les adultes et moins de 25% chez les adolescents. Et là aussi, le critère de capacité critique est vraiment très modeste. On attribue, d'après ces tests, une capacité critique pour presque rien. Alors, pour finir, je vous remercie de m'avoir posé cette question et j'en poserai une autre, mais maintenant à vous tous. Est-ce qu'on peut appeler démocratique une société où prochainement, les lettrés capables de lire de manière critique et donc d'intervenir de manière valable dans des débats ne seront peut-être que 15 ou 20%. Et en France, parce qu'il y a des pays où c'est bien pire. Alors, nous savons que les inégalités en littératie sont tout aussi grandes que les inégalités socio-économiques. Nous savons qu'elles s'alimentent réciproquement. Alors, ma question c'est, que faut-il glisser dans cet engrenage pour faire diminuer les inégalités culturelles? Je vais juste avancer. On réserve peut-être la réponse pour un second temps. D'accord, très bien. Là, j'aurais voulu qu'on s'arrête déjà sur ces premiers éléments. Est-ce que vous voulez réagir ou compléter quelque chose que vous avez attendu? Yves, je vous ai vu impatient. Oui, je vais introduire une dissonance. Il me semble qu'il existe plusieurs entrées, plusieurs constructions du concept de littératie. Et notamment, il y a
chez certains une sorte de hiérarchisation dans la littératie, c'est un peu ce qu'on a entendu. Pour d'autres, c'est effectivement la construction des pratiques d'écriture en interaction et avec les pratiques de l'oral, les pratiques sociales, les pratiques mentales. Et donc là, plutôt qu'une hiérarchisation avec cette entrée-là, on va porter l'accent sur les différences de littératie selon les sociétés, selon les institutions, etc., sans chercher à hiérarchiser. Donc, vous voyez que c'est une première différence d'entrée. Bon, alors après, on peut en discuter, hein, je veux dire, ça dépend des disciplines de référence que l'on a. Hein. Avec le fait que toute quantification, faut s'en méfier un peu dans ce domaine. Hein. Je renverrai, il y a eu un très beau rapport il y a quelques années de Lay et Noisette sur l'illettrisme, qui disait le nombre des illettrés, le chiffre qui s'accroît dès qu'on s'en sert. Vous voyez, et qui montrait bien quels étaient les enjeux derrière. Mais ce qui m'intéresse dans ce concept, et c'est pour ça que je trouve intéressant d'y réfléchir, hein, quels que soient les accords ou les désaccords qu'on peut avoir, c'est que quelque part, il y a une opposition entre ce concept et le fonctionnement des catégories scolaires. C'est-à-dire que les catégories scolaires vont segmenter et séparer. Par exemple, la lecture et l'écriture. C'est intéressant de voir qu'on est sur une conférence sur l'écriture et pas sur la lecture. Alors qu'au contraire, le concept de littératie va articuler ça. De surcroît, ce qu'introduit le concept de littératie, ce qu'on n'a pas forcément autrement, c'est l'idée d'acculturation. C'est-à-dire que l'entrée dans l'écrit n'est pas une entrée purement technique, c'est une entrée qui est culturelle. Et qui est, j'insiste là-dessus, toujours déjà culturelle. Et de ce point de vue-là, vous voyez, il y a comment dirais-je, les énoncés peuvent être fragiles. Michel, dans sa présentation, disait, voilà, il y a des dimensions techniques, mais aussi culturelles, disait-il. Je crois que si on emploie le concept de littératie, on peut pas faire cette distinction-là. C'est-à-dire que le technique est toujours déjà culturel. Et donc ça implique de réfléchir très très précisément à, quand on met en place tel ou tel dispositif, telle ou telle technique dans cette classe, dans les classes, en quoi est-ce déjà porteur de culturel et donc d'éléments de différenciation avec les effets dont cela peut être porteur. Merci. Mais par bien des aspects, on va le revoir, c'est une nouvelle conférence de consensus, mais on a l'impression que c'est la partie 2 de celle que l'on avait commencé avec la lecture, c'est incontestable. D'ailleurs, José Moraes était déjà là pour la première conférence. Donc, oui, on s'était déjà vu. Ah oui, je crois bien, oui. Sylvie, vous vouliez aussi... Oui, moi je voulais revenir sur la manière dont on juge les personnes qu'on qualifie de peu lettrés, par exemple dans certains cas d'illettrés, et on constate donc un certain nombre de capacités qu'on affecte à la possession, disons, alors je vais dire pour l'instant de la lecture, je reviendrai après sur quelque chose qui est un peu plus complexe. Moi je me référais à une étude qui portait sur une population très particulière, la population Vaï en Afrique, et qui a examiné des cas où des personnes étaient lettrées, savaient lire, mais n'étaient pas passées par l'école, et ça, on l'avait opposé à une partie de la population qui avait appris à lire, mais était passée par l'école. Et en réalité, ce qui différencie véritablement ces personnes sur un certain nombre de compétences réflexives, c'est le passage par l'école. C'est-à-dire, c'est pas seulement être en contact, maîtriser une technique, disons, qui serait la technique de lecture, c'est également l'associer à un certain nombre d'usages intellectuels, culturels et sociaux qui modifie finalement les compétences de ces personnes. Donc ça me paraît important de le rappeler. C'est pas la lecture, en l'occurrence, n'est pas un produit miracle. Bon, sur les rapports entre lecture et écriture, c'est vrai qu'il y avait un proverbe latin qui disait
quis scripsit bis legit, hein, celui qui écrit lit deux fois, et c'est vrai que les études expérimentales le prouvent. Quand on suit les mouvements oculaires des scripteurs, on voit bien que en écrivant, ils sont amenés eux aussi à lire ce qu'ils sont en train d'écrire. Et c'est vrai que là-dessus, on peut certainement opposer des manières de produire et je dirais des habiletés différentes qui sont sollicitées par, alors je reviens sur l'opposition entre écrit et oral, des habiletés différentes qui sont sollicitées par l'écrit, qui sont sollicitées par l'oral, et qui sont par la production d'écrit, par la production d'oral, et qui sont toutes les deux de haut niveau. Quand on parle, on n'a pas le retour, on est obligé de mémoriser d'une certaine façon ce qu'on est en train de dire pour s'accrocher à ce qu'on a dit ou à ce qu'a dit la personne avec qui on est en interlocution. Quand on écrit, on a une béquille qui est le texte qu'on a écrit soi-même, sauf s'il disparaît de l'écran, par exemple. Mais donc, je crois que moi, je n'opposerai pas de façon aussi frontale ces capacités-là. Nous avons, enfin, je défends l'écrit, mais nous sommes quand même dans une société aussi scriptocentrée qui ne prête pas assez attention aux autres types de performances qui sont demandées dans des sociétés qui ne connaissent pas l'écrit. Cela dit, bon, je défends l'écrit, je suis payée pour ça. Mais en plus, j'y crois. Et alors, justement, une deuxième question que je voulais vous poser, dans le contexte, je vous avais empêché de le développer tout à l'heure, dans le contexte, excusez-moi, on va devoir parler très près du micro parce qu'on a beaucoup de retours sur le streaming où il y a un problème de son. Et donc, il faut qu'on parle du micro de façon beaucoup plus forte qu'il ne serait requis en présentiel, puisqu'ici, on a un retour qui est assez important. Donc, je le dis parce que je m'excuse, je vais artificiellement essayer de m'approcher du micro. Donc, pour revenir au fond, dans le contexte que vous avez souligné, quelle est la spécificité de l'écriture que doit enseigner l'école? Si il y a du développement de l'écriture sur d'autres supports qui ont leur valeur, qu'est-ce que doit enseigner spécifiquement l'école? Est-ce que par exemple, la spécificité de l'école, ça doit être enseigner les textes longs? Ou est-ce que non, ça doit être plus large? Alors, moi je crois qu'il y a trois stratégies pédagogiques. Je parle des stratégies pédagogiques avant d'entrer dans le détail, qui sont à mettre en place. Je dirais une stratégie, disons, d'apprivoisement, c'est-à-dire qu'il faut éviter une coupure entre les pratiques. Enfin, Yves en a parlé à l'instant, mais éviter de rejeter les pratiques ordinaires. Enfin, du moins de les discréditer. Bon, les pratiques sociales ordinaires, il y en a qui sont intéressantes. Par exemple, je crois que si Marie-Claude Panlou est là, elle parlera, je pense, des fanzines et puis d'un certain nombre de pratiques tout à fait intéressantes. Bon, première chose. Deuxième chose, c'est compenser. Bon, l'école est là pour compenser. Je veux dire qu'elle est là pour offrir ce qui ne se pratique pas dans le restant de la société. C'est un lieu très particulier, donc elle va avoir cette mission-là, et puis outiller intellectuellement les élèves, à la fois pour leur donner une distance critique et pour leur donner les instruments qui leur permettent de se développer. Alors ça veut dire effectivement des écrits de toutes sortes. Je dirais trois grandes familles. L'écriture travaillée, alors qui est une écriture, par exemple l'écriture longue, distanciée, réflexive, cette écriture qui est lente aussi, c'est quelque chose qu'on ne pratique pas, sauf dans certaines circonstances. Voilà. L'écriture, un autre type d'écrit qui est l'écriture à fonction heuristique, c'est-à-dire mettre simplement des mots par écrit pour pouvoir penser. Cette écriture qui cherche à penser. C'est quelque chose aussi qui n'est pas nécessairement pratiqué, qui peut se faire avec n'importe quel, avec un crayon, un papier ou l'ordinateur, peu importe. Et puis, autre chose qui devrait être travaillée, je crois, c'est l'écriture à partir d'écrits disponibles. Parce que tout ce que nous disons, tout ce que nous produisons comme texte, c'est toujours des mots qui ont été utilisés par les autres, c'est des fragments de texte qui ont été utilisés par les autres. Je pense que Olivier sera d'accord pour continuer sur cette question. Et il faut apprendre à faire cela, c'est-à-dire apprendre de façon consciente à utiliser
ce qu'on a lu, utiliser ce qu'on est en train de lire, dans une époque où on a tous les moyens pour faire du plagiat, apprendre à faire autre chose que du plagiat à partir des écrits disponibles. Parce que ça, c'est aussi une tendance qu'on peut avoir facilement. Donc, c'est ces trois grandes familles d'écrits qui me semblent devoir assurer cette compensation avec les pratiques ordinaires. Merci. José Moraes, si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, vous estimez que cette généralisation de la littératie qui semble jouer un rôle plus stratégique, plus crucial, plus vital aujourd'hui dans nos sociétés qu'auparavant, dans ce cas-là, en quoi cela change le rôle de l'école dans cet enseignement de l'écriture pour vous? Parce que l'école, elle existe depuis un certain temps, hein, on va remonter jusqu'aux jésuites pour faire court, mais bon, on pourra en discuter. Mais en tout état de cause, quelle est la spécificité aujourd'hui de l'écriture dans ce contexte de littératie, de l'enseignement de l'écriture dans l'école, dans ce contexte aujourd'hui? Ok, moi je vais distinguer deux rôles. Donc, comme un peu dans la lignée de ce que j'ai dit au départ, c'est un rôle, c'est la formation des lettrés, j'insiste sur le mot, donc l'acquisition pleine des habiletés, où il y a effectivement tout un aspect technique, bien sûr, et l'autre, c'est le développement de la littératie que j'ai appelée critique et créative. Alors, concernant l'acquisition des habiletés, nous savons que les méthodes d'enseignement ne s'équivalent pas, que pour l'alphabétisation, les méthodes phoniques sont les plus efficaces. Alors en France, on les appelle syllabiques, mais le mot syllabique, de mon point de vue, n'est pas approprié. Il risque de créer de la confusion, et je peux vous dire même qu'au Brésil, on utilise syllabique pour quelque chose qui s'oppose à la méthode phonique. Bon. Et là, c'est correct, je trouve, effectivement, l'appeler syllabique, parce qu'on travaille uniquement sur les syllabes. Alors, nous savons aussi que l'apprentissage du code orthographique de la langue est essentiel, que l'écriture et les activités d'orthographe doivent intervenir dès le début, et qu'il ne faut pas les combiner avec l'activité de lecture en vue de la compréhension du texte. Et il y a une étude, justement, j'y pensais lors de la question précédente, une étude qui a été faite aux États-Unis, où les deux groupes apprennent selon la méthode phonique, mais l'un des groupes a des exercices spécifiquement d'orthographe et qui sont pas du tout combinés avec les activités de lecture pour la compréhension. Et qu'est-ce qui se passe? Celui-ci, le groupe qui a des activités spécifiques d'orthographe est meilleur en fin de première année pour tout ce qui concerne la reconnaissance des mots. Mais alors, la chose intéressante, c'est qu'en cinquième année, donc je pense que c'est le CM2, eh bien, ils sont meilleurs que l'autre groupe en compréhension en lecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a effectivement un aspect de maîtrise du code orthographique que s'il est bien installé, il va aider les enfants à beaucoup plus vite marcher vers les problèmes, avancer vers les problèmes de, disons, l'étape ultérieure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des activités de compréhension, même dans la maternelle déjà, mais pas en lecture, évidemment, mais donc vers ces genres d'autres activités. Alors, je crois que les professeurs devraient connaître ces recherches. Ma préoccupation, c'est toujours ça, c'est qu'est-ce que les professeurs connaissent. Et ça va aussi qu'il y a des indicateurs qui montrent l'impact des apprentissages sur le cerveau des apprenants. Je crois que c'est important de le savoir pour le comprendre. Quand on utilise une méthode phonique, on voit apparaître très vite une activation d'une aire spécifique dans l'hémisphère gauche, la partie postérieure, lors de la présentation des mots écrits. Et cette activation augmente avec l'amélioration de l'habileté de lecture. Il y a un article qui vient de sortir du couple d'Anne plus Monsalvo qui travaille avec eux, qui vient de sortir, ça a été publié le 6 mars, qui montre qu'en 2 mois, chez une dizaine ou une douzaine d'enfants, eh bien, il y a des indications claires de cette activation dans ce qui va devenir donc l'ère de la forme visuelle des mots en réponse à des mots écrits. Et ceci a été observé aussi chez des adultes. Il y a aussi une étude qui le montre. Attention, c'est difficile à comparer enfants et adultes parce que ça n'a pas été fait exactement dans les mêmes circonstances.
Mais je pense que ceci est important. Et il y a une chose intéressante, parce que on parle de lecture et d'écriture. Alors, je m'avance dans une interprétation que les Dan ne font pas, mais il arrive que maintenant, ils ont pu montrer que cette ère de la forme visuelle des mots se développe là où il y avait aussi une certaine sensibilité aux outils, à des images d'outils. Et les images d'outils, c'est quelque chose qu'on manipule. Il y a une action. Et c'est peut-être pas impossible qu'il y ait un lien entre la perception et l'action, en ce sens que finalement, contrairement à ce qu'on croyait, ça ne va pas prendre de l'espace neural sur le traitement des visages. Et en fait, ça ne prend pas vraiment. Et là, j'ai un petit désaccord, sinon tout le reste, je crois que je suis d'accord avec Stanislas Dehaene, mais j'ai un petit désaccord sur un aspect, c'est qu'il insiste beaucoup sur la compétition neurale. Et dans les données notamment qu'il montre maintenant, je crois qu'il y a moins un problème de compétition qu'un problème d'accommodation et de compromis. Puisqu'effectivement, il y a des choses qui se développent, mais qui ne vont pas nécessairement. Donc, tout doit être logé là-dedans. Tout ça, toutes ces fonctions doivent être logées, mais ça ne veut pas dire qu'il va réduire en aucune manière la capacité des autres fonctions déjà préexistantes. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est pas le cerveau qui apprend, évidemment. On commence à dire, le cerveau apprend. Non, c'est pas le cerveau qui apprend, c'est la personne qui profite de l'enseignement qu'elle reçoit. Alors, oui, pas trop long parce qu'il faut. Okay. Alors, je vais essayer de faire très vite. Donc, avec l'apprentissage, on observe aussi des changements dans la connectivité fonctionnelle. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a une sorte d'intégration à travers les connexions entre l'aire des mots écrits et d'autres aires du cerveau consacrées au langage. Donc, il y a vraiment une intégration de cela dans le langage. C'est pas quelque chose de modulaire, c'est vraiment une intégration. Et ça, c'est tout à fait fondamental, puisque c'est ça qui va conduire à l'utilisation et à l'intégration de la littératie dans le langage et la pensée. Il va falloir que je vous Alors, la toute dernière chose, c'est que je crois... Pardon? Il va falloir que je vous coupe, donc vraiment... Ah bon, alors je coupe. Okay, ça va, voilà. Je dirai plus tard. Pour que tout le monde puisse quand même... justement, Yves Rotter, moi je voulais vous poser la question, il a été question des savoirs que doivent avoir les enseignants pour pouvoir enseigner. Pour vous, c'est quoi les principaux défis didactiques qui se posent aujourd'hui aux enseignants qui veulent travailler, comme ceux qui nous écoutent aujourd'hui, sur la question de l'écriture scolaire? Eh bien, je dirais que pour moi, ça n'a pas changé depuis ce qu'écrivait Jean-François Alté dans les années 80. C'est-à-dire, c'est comment enseigner ce qui est donné à apprendre sans être enseigné. C'est-à-dire qu'effectivement, les élèves doivent apprendre l'écriture, mais Jean-François Alté remarquait assez justement que ce qui était enseigné, c'était les sous-systèmes de la langue. Orthographe, grammaire, lexique, etc. Mais que l'écriture en tant que telle n'était pas enseignée. Et donc, je crois que c'est là le défi. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être construire des modélisations de référence pour ça. C'est ce qu'on avait essayé de faire à l'époque. Il y avait Maurice Mas à l'INRP, il y avait Michel Daben avec l'adulte et l'écriture. J'avais essayé aussi de le faire dans le bouquin sur l'écriture en 96. Le problème étant, à mon avis, que du point de vue de l'intervention didactique, si on veut une discipline de référence, si on veut un modèle de référence, il ne peut pas être indexé sur une seule discipline. C'est-à-dire, et c'est ça le gros problème pour les enseignants, c'est qu'il faut prendre connaissance des travaux non seulement du côté des neurosciences, du côté de la psychologie cognitive, mais aussi en ethno, mais aussi en sociaux. Si on accepte l'idée que l'échec est socialement différencié, comment on pourrait se priver ça? Mais aussi en histoire, pour savoir qu'est-ce qui a été tenté, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais aussi au niveau comparatiste, etc. Donc ça veut dire qu'il y a là une tâche spécifique. Moi, j'aurais tendance à suivre Jean-François Alté et à considérer que cette tâche-là appartient aux didacticiens, cette articulation, pour que la didactique devienne la discipline de référence de l'intervention dans les classes, justement en essayant d'articuler
spécifiquement ces différentes données, en ajoutant quelque chose, qui est que l'autre défi, mais ça renvoie aussi à l'appareil de formation en France, c'est de prendre connaissance des différentes techniques de travail pour enseigner l'écriture qui existent et qui existent depuis longtemps. Je pense à ce qui se fait du côté de la pédagogie de projet. Je pense au GFN, mais aussi au groupe Legrain à Bruxelles, à ce qu'avait fait Pratique, etc. Je pense à la pédagogie Freinet. Je pense encore à bien d'autres choses où on voit, dès qu'on étudie les choses, qu'il y a des résultats particulièrement intéressants. En d'autres termes, je crois que s'il est important que les enseignants connaissent les travaux des chercheurs, encore faut-il leur donner les moyens de la formation initiale et continue, il est aussi important que les chercheurs connaissent ce que font les enseignants et puissent s'en servir. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je crois que le jury avait des questions à vous poser. Alors, je vais peut-être demander... Oui? Non? Non, pas de questions. Pour l'instant, une question. Alors, je vais vous passer un micro. Là, vous l'avez? Magnifique. Appuyez sur le bouton rouge en bas pendant une seconde et parlez très près du micro. Oui, Jean-Paul Broncard, j'aimerais adresser une question à José, que je revois depuis longtemps. Hein. Juste ton discours sur... que je qualifierais de catastrophiste. Hein. J'avais fait une étude à Genève sur les textes français sur les discours de disparition de la littératie en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence ces discours en 1860, au moment de l'instauration de l'instruction publique laïque gratuite et obligatoire, et ils se reproduisent à la guerre de 14, et ils se reproduisent dans les années 30, et ils se reproduisent dans les années 60, et tu les reproduis aujourd'hui. Si ces discours étaient vrais, plus personne ne parlerait véritablement le français en France et ailleurs. Donc, comment tu te situes par rapport à l'histoire et à l'histoire sociale d'il y a un siècle? Eh bien, tu me fais penser, Jean-Paul, tu me fais penser à un article que j'ai lu récemment. J'étais très étonné parce que l'éditeur, c'était la CIA. Et en fait, c'est donc écrit par deux Américains, et c'est à la gloire de la littératie, montrant comment, depuis des siècles, le nombre d'illettrés a fantastiquement diminué, etc. Toute une série de choses. Donc c'est formidable. Mais l'histoire a changé, la société a changé. On ne peut pas comparer le fait que dans le temps, il y avait peut-être simplement 2 ou 3% de lettrés avec ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, nous devons avoir maintenant des exigences qui sont totalement nouvelles. Et donc, voilà, c'est cet aspect historique qui me semble devoir être tout à fait relativisé. Il faut tenir compte des conditions actuelles, des moyens qui existent actuellement, et savoir, par exemple, qu'il est possible d'alphabétiser même des adultes qui n'ont jamais appris à lire et à écrire. Et ça rejoint, par exemple, une remarque, je crois que c'est Sylvie qui l'a dite, mais je ne sais plus, concernant les illettrés. Bon, les différences qu'il y a, et par exemple ceux qui savaient lire mais n'étaient pas passés par l'école, etc. Il y a tout ça. Moi, j'ai connu, au cours de mon activité politique quand j'étais jeune, j'ai connu quelqu'un qui avait été mis en prison pour avoir un ouvrier agricole qui ne savait pas lire. Il a appris à lire en prison. Il est devenu un dirigeant de son parti politique. Il écrivait, il lisait tout le temps. Il passait autant de temps à lire et à écrire que moi-même. Et j'ai pu écrire des choses avec lui. Et on a eu des grandes discussions extrêmement intéressantes. Je trouvais qu'il était un peu fanatique et qu'il dogmatique et tout ça. Mais ça, c'est un autre problème. Il lisait, il écrivait très bien. Bon, donc c'est possible de faire, et nous autres, nous avons maintenant élaboré, on espère quand même l'adapter au français aussi, un cours d'alphabétisation pour adultes en 3 mois,
on a passé on a vu tout le code orthographique du portugais, et il n'est pas aussi facile que le portugais du Brésil, c'était le portugais du Portugal, pas aussi difficile en tout cas pour l'écriture que celui du français. Mais en 3 mois, il y a eu des résultats absolument extraordinaires, très divers entre eux. Il y avait 8 femmes d'origine tzigane qui ne connaissaient pas un mot écrit au début et qui ont réussi. Donc il y a des choses qu'on peut faire. On connaît beaucoup mieux les processus et je suis tout à fait d'accord avec Yves qu'il faut mettre ensemble à travailler les chercheurs et les enseignants. Ça c'est évident, il faut les mettre ensemble. Mais je crois que j'ai raison d'être catastrophiste. Oui, parce que ça va mal et je ne vois pas, et notamment quand je regarde ce qui se passe en France, où les très bons lecteurs, ça se maintient depuis 2002 jusqu'à 2015, hein, je pense à PISA, c'est difficile de comparer parce que c'était pas tout à fait les mêmes tests, mais bon, mais les très mauvais lecteurs, ça a augmenté énormément. Donc les inégalités sont plus grandes maintenant. Alors ça, il y a des raisons d'être catastrophiste. On va faire le bilan avec notre collègue de l'ADEP tout à l'heure. Yves Rother, vous vouliez réagir ça? Je voudrais attirer l'attention que sur cette table ronde est très intéressante parce que cette confrontation de points de vue, pas forcément toujours contradictoires, mais en tout cas de points de vue différents en termes de disciplinaires notamment, permet justement de tout de suite nous mettre en bouche par rapport à tous les débats qui vont arriver durant ces 2 jours. Yves? Oui, très brièvement, 2 points. Je trouve que la question de Jean-Paul a le mérite de pointer un glissement qui s'effectue très souvent entre baisse de niveau et augmentation des exigences sociales. Et donc, là, il y a une véritable confusion qu'on retrouve très systématiquement. Et c'est dommage, effectivement. Je tiens à préciser quand même que Jean-Paul n'est pas membre de la CIA, à ma connaissance. Hein, c'est voilà. La deuxième chose que je voulais dire, c'est quelle devrait être la spécificité de l'écriture telle qu'elle est enseignée à l'école. Donc je souscris à ce qu'a dit Sylvie en rajoutant peut-être fondamentalement que c'est une écriture qui devrait être sécurisée. C'est-à-dire que l'idée que les élèves ont des problèmes, commettent des erreurs, etc., c'est pas un problème, c'est normal puisqu'ils sont en situation d'apprentissage scolaire. Et donc, c'est porter un tout autre regard sur ce qui est de l'ordre des tâtonnements, des erreurs, etc. Mais je trouve que ça pose la question de à quel moment on inscrit les normes avec l'idée justement que si on le fait, comment dirais-je, de manière maladroite, ça crée justement l'insécurité qu'on cherche à éviter, et l'insécurité qui est une des caractéristiques justement des milieux populaires par rapport à la culture dite légitime. Voilà, c'est tout. Je vous remercie pour des questions de dé dans cette conférence. Donc, nous allons clore ici cette table ronde et je vous invite à prendre quelques minutes pour vous dégourdir et de revenir dans cette salle pour la suite de nos échanges à 11h30 précise. Merci bien, nos intervenants.